La France vient de recevoir la gifle du siècle et personne n'en parle. Le Burkina Faso a pris une décision qui fait trembler l'Élysée et pourrait signer l'arrêt de mort du franc CFA. Ce qui se passe à Ouagadougou en ce moment même va changer l'Afrique pour toujours. Si vous êtes panafricaniste, cette vidéo va vous électriser. Frappez ce like immédiatement et abonnez-vous parce que ce que vous allez découvrir est historique. Une onde de choc traverse les couloirs de l'Élysée. Ce qui vient de se produire à Ouagadougou dépasse toutes les prévisions des stratèges français. Le Burkina Faso, cette nation qu'ils croyaient pouvoir contrôler éternellement, vient de porter un coup monumental au système néocolonial. L'UEMOA, cette institution censée gérer l'Union monétaire ouest-africaine, se trouve aujourd'hui dans une position intenable. Les dirigeants à Paris n'arrivent pas à croire ce qu'ils sont en train de vivre. Pour la première fois depuis des décennies, un pays africain ose défier frontalement les mécanismes de domination économique. La situation est sans précédent et les conséquences risquent de bouleverser tout l'équilibre géopolitique de la région. Le mécanisme était pourtant simple et rodé depuis des années. La présidence de l'UEMOA devait tourner selon un ordre établi entre les ministres des Finances des pays membres. Ce système de rotation garantissait théoriquement l'égalité entre les nations. Les textes fondateurs de l'organisation stipulent clairement cette alternance. Chaque pays devait avoir son tour pour diriger cette institution cruciale. Mais lorsque le tour du Burkina Faso est arrivé, quelque chose d'inattendu s'est produit. La Côte d'Ivoire, agissant visiblement sous influence extérieure, a refusé de céder la présidence. Cette décision n'avait aucune base juridique dans les statuts de l'organisation. Les articles du traité sont pourtant d'une clarté absolue sur ce point. Aucune disposition ne permet à un chef d'État de bloquer arbitrairement la rotation. Ce qui rend cette situation encore plus scandaleuse, c'est la localisation même du siège de l'UEMOA. L'institution est basée à Ouagadougou, sur le territoire burkinabé. Imaginez l'humiliation. Être bloqué dans votre propre maison. La Cour de justice de l'Union siège également dans la capitale burkinabé. Tous les symboles de cette organisation sont ancrés sur le sol du Burkina Faso. Et pourtant, ce sont des forces extérieures qui décident qui peut ou ne peut pas diriger. Cette contradiction flagrante révèle la véritable nature de l'UEMOA. Derrière les apparences d'une institution africaine se cache une structure de contrôle néocoloniale. Les vrais décideurs ne sont pas à Ouagadougou, mais bien à Paris et dans certaines capitales complices. La réaction du Burkina Faso ne s'est pas fait attendre. Le pays a immédiatement perçu cette manœuvre pour ce qu'elle était réellement, une discrimination politique orchestrée. Les autorités burkinabées ont quitté la session de l'UEMOA en signe de protestation. Ce départ n'était pas un simple geste symbolique, mais un avertissement sérieux. Le message était clair. Le temps où l'on pouvait humilier impunément le Burkina Faso est révolu. Cette nation, terre de Thomas Sankara, ne se laissera plus piétiner. Les observateurs internationaux ont immédiatement compris la gravité de la situation. Un tel acte de défiance ouverte n'avait jamais été posé avec une telle détermination. Les chancelleries occidentales ont commencé à réaliser qu'un nouveau paradigme était en train de s'établir. Derrière ce blocage se cache une peur palpable. Paris et ses alliés locaux craignent profondément ce qu'un Burkina Faso à la tête de l'UEMOA pourrait accomplir. Le capitaine Ibrahim Traoré est connu pour ses positions souverainistes et panafricaines. Sa vision pour l'Afrique de l'Ouest ne correspond absolument pas aux intérêts néocoloniaux français. À la présidence de l'institution monétaire, il pourrait impulser des réformes profondes. Ces changements menaceraient directement le système d'exploitation économique en place depuis des décennies. Le franc CFA, cet instrument de domination monétaire, pourrait être sérieusement remis en question. Les mécanismes de transfert des réserves vers le Trésor français pourraient être exposés publiquement. Cette transparence est précisément ce que redoute le plus l'establishment français.
Les chiffres du pillage sont vertigineux et scandalisent de plus en plus d'Africains éclairés. 50% des réserves de change des pays de la zone CFA sont obligatoirement déposées au Trésor français. Cette disposition archaïque remonte à l'époque coloniale et n'a jamais été véritablement réformée. Chaque année, ce sont entre 8 et 10 milliards d'euros qui quittent l'Afrique pour enrichir la France. Cet argent pourrait construire des hôpitaux, des écoles, des infrastructures vitales. Au lieu de cela, il finance le développement français pendant que les populations africaines croupissent dans la pauvreté. Ce système constitue un véritable hold-up légalisé à grande échelle. Les générations futures d'Africains sont littéralement spoliées de leur avenir économique. La prise de conscience de cette réalité gagne du terrain parmi la jeunesse africaine. Face à cette humiliation, le Burkina Faso a brandi une arme redoutable. Le pays menace désormais de reprendre ou d'expulser le siège de l'UMOA de son territoire. Cette menace n'est pas à prendre à la légère. Imaginez l'UMOA sans son siège historique, errant de capitale en capitale. La crédibilité de l'institution serait anéantie du jour au lendemain. Comment une organisation peut-elle prétendre gérer une union économique si elle n'a même pas de domicile fixe? Les conséquences diplomatiques seraient catastrophiques pour la France. Son influence en Afrique de l'Ouest, déjà déclinante, recevrait un coup fatal. Le franc CFA, privé de son infrastructure institutionnelle, s'effondrerait comme un château de cartes. Cette perspective terrorise littéralement les stratèges de l'Élysée qui voient leur empire africain se désintégrer. Les textes fondateurs de l'UEMOA ne laissent aucune place à l'ambiguïté. Aucune disposition ne donne à un chef d'État le pouvoir de bloquer la rotation pour des raisons politiques. La règle établie est d'une simplicité désarmante. La présidence tourne selon l'ordre convenu. Cette clarté juridique rend la position de la Côte d'Ivoire complètement indéfendable. Les juristes internationaux qui ont analysé la situation sont unanimes. Il s'agit d'une violation flagrante des principes de l'organisation. Les associations de veille citoyenne appellent les États membres à préserver l'unité de l'Union. Elles avertissent que si cette crise n'est pas résolue, l'UEMOA pourrait subir le même sort d'affaiblissement que d'autres organisations régionales. La crédibilité de toutes les institutions ouest-africaines est en jeu. Cette crise survient dans un contexte géopolitique déjà explosif pour les intérêts français. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont formé l'Alliance des États du Sahel, devenue une véritable confédération. Cette nouvelle entité possède ses propres institutions, travaille sur sa monnaie commune et dispose d'une défense intégrée. Les trois pays ont également quitté la CEDEAO, jugeant cette organisation trop inféodée aux intérêts étrangers. Ils ont créé une banque d'investissement commune pour financer leur développement. Cette dynamique d'émancipation économique et politique terrifie Paris. Le système colonial français, qui semblait éternel, s'effrite maintenant en direct. Les gouvernements de l'AES annoncent ouvertement leur volonté d'abandonner le franc CFA. Une nouvelle ère de souveraineté monétaire se profile à l'horizon. La stratégie du Burkina Faso révèle une compréhension profonde des rapports de force. En menaçant d'expulser le siège de l'UEMOA, Traoré place ses adversaires devant un dilemme impossible. Soit ils cèdent et respectent la rotation, avouant publiquement leurs faiblesses et leurs manipulations. Soit ils persistent dans leur blocage et risquent de voir l'institution perdre toute légitimité. Dans les deux cas, le système néocolonial sort affaibli de cette confrontation. Cette masterclass stratégique démontre que le Burkina Faso n'est plus le pays qu'on peut mépriser impunément. La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest possède officiellement son siège à Dakar. Cette information figure sur tous les documents officiels et constitue la version présentée au grand public. Mais la réalité du pouvoir se situe ailleurs, dans les bureaux feutrés du ministère des Finances français. Les véritables décisions concernant la politique monétaire de 8 pays africains se prennent à Paris, pas à Dakar.
Le gouverneur peut bien être africain, il n'est qu'une façade pour un système de contrôle beaucoup plus profond. C'est le Trésor français qui dicte réellement les orientations économiques de toute une région. Cette vérité, longtemps dissimulée par un langage technique obscur, devient de plus en plus difficile à cacher. Les populations africaines éduquées comprennent désormais les mécanismes de leur propre exploitation. Le système du franc CFA fonctionne comme une gigantesque pompe à richesses. Les pays utilisateurs de cette monnaie doivent déposer la moitié de leurs réserves de change dans un compte spécial. Ce compte est géré par le Trésor public français, sous prétexte de garantir la stabilité monétaire. En réalité, c'est la France qui utilise cet argent pour ses propres besoins de financement. Les intérêts versés aux pays africains sont dérisoires comparés aux bénéfices que Paris tire de ses fonds. Cette manne financière permet à la France de maintenir son rang de puissance moyenne sur la scène internationale. Sans l'argent africain, l'économie française serait dans une situation bien plus difficile. Les experts économiques indépendants qualifient ce système de pillage organisé et légalisé. Aucune autre ancienne puissance coloniale n'a réussi à maintenir un tel degré de contrôle économique. Ibrahim Traoré a parfaitement identifié le talon d'Achille du système néocolonial. En menaçant d'expulser le siège de l'UEMOA, il ne fait pas que poser un geste symbolique. Il met le doigt sur la contradiction fondamentale de toute cette architecture de domination. Comment une organisation censée servir les intérêts africains peut-elle humilier un État membre sur son propre territoire? Cette question simple expose l'hypocrisie de tout le système. L'UEMOA n'est qu'un instrument de plus dans la panoplie néocoloniale française. Ses décisions sont influencées, ses dirigeants sont sélectionnés selon des critères de docilité. Les pays qui osent contester l'ordre établi sont immédiatement sanctionnés ou marginalisés. Le Burkina Faso vient de décider que cette ère de soumission est terminée. Le profil d'Ibrahim Traoré terrifie les néocolonialistes car il n'entre dans aucune case habituelle. Ce n'est pas un président ordinaire corruptible ou manipulable par les promesses d'enrichissement personnel. C'est un stratège militaire formé qui comprend les rapports de force et sait comment les modifier. Sa formation lui a appris qu'en stratégie, contrôler le terrain équivaut à contrôler toute la bataille. Clichy, en appliquant ce principe à la géopolitique, il a identifié que le siège de l'UEMOA représente un terrain stratégique crucial. Tant que cette institution reste à Ouagadougou sous sa surveillance, il dispose d'un levier de pression considérable. Cette approche militaire de la diplomatie déstabilise complètement les bureaucrates habitués aux négociations mollassonnes. Ils ne savent pas comment gérer un adversaire qui pense en termes de position stratégique. La menace d'expulsion place les complices de la France devant un dilemme insoluble. S'ils cèdent et accordent ainsi au Burkina Faso la présidence qui lui revient de droit, ils avouent leur faiblesse. Cette capitulation démontrerait que leur pouvoir repose uniquement sur la force et non sur la légitimité. Toute l'Afrique verrait qu'il suffit de tenir bon pour faire plier le système néocolonial. D'autres pays seraient encouragés à suivre l'exemple burkinabé dans leurs propres revendications. À l'inverse, s'ils persistent dans leur refus, ils risquent de voir l'UEMOA expulsé comme un vulgaire squatteur. Imaginez la scène humiliante, les bureaucrates de cette institution cherchant désespérément une capitale d'accueil. Quel pays voudrait héberger une organisation qui vient d'être chassée par l'un de ses membres? La crédibilité serait pulvérisée instantanément. La réaction des populations africaines face à cette crise révèle un changement profond des mentalités. Au Burkina Faso, naturellement, le soutien au gouvernement est massif et enthousiaste. Mais ce qui est encore plus significatif, c'est l'onde de sympathie qui traverse tout le continent. Au Mali et au Niger, les citoyens applaudissent cette défense de la dignité africaine. Au Sénégal, malgré un gouvernement encore hésitant, la jeunesse exprime son admiration pour la fermeté burkinabé. Même au Togo,
Pays réputé pour sa proximité avec Paris, des voix s'élèvent pour saluer cette résistance. Les réseaux sociaux africains explosent de messages de soutien et de fierté retrouvés. Les hashtags panafricanistes deviennent viraux et fédèrent une génération qui refuse l'héritage de soumission. Cette prise de conscience collective constitue peut-être le changement le plus durable de toute cette crise. Les jeunes Ivoiriens eux-mêmes commencent à questionner ouvertement les actions de leur président. Des voix s'élèvent pour dénoncer le rôle de la Côte d'Ivoire dans ce blocage humiliant. Un activiste burkinabé a prononcé une phrase qui est devenue le cri de ralliement de millions d'Africains. Si l'UEMOA ne respecte pas le Burkina Faso, alors l'UEMOA doit dégager du Burkina Faso. Cette déclaration simple résume parfaitement la logique de la situation. Elle renverse complètement la perspective habituelle où les pays africains quémandent leur place dans les institutions. Ici, c'est l'institution qui risque d'être expulsée pour mauvais comportement. Ce renversement symbolique marque une révolution mentale chez les Africains. Ils réalisent qu'ils ont le pouvoir de fixer leurs propres conditions. La jeunesse africaine a enfin compris les mécanismes concrets du pillage dont elle est victime. Le franc CFA n'est plus une abstraction technique, mais une réalité tangible d'exploitation. 14 pays africains enrichissent directement la France à travers ce système monétaire. 50% des réserves dorment au Trésor français pendant que des millions d'enfants africains souffrent de malnutrition. Cette prise de conscience génère une colère légitime et constructive. Des manifestations de soutien au Burkina Faso se multiplient dans plusieurs capitales. Les étudiants organisent des débats pour expliquer les mécanismes du néocolonialisme économique. Une nouvelle génération de leaders panafricanistes émerge, armés de connaissances économiques précises. Cette mobilisation intellectuelle et politique est irréversible. Les implications économiques d'une expulsion du siège de l'UEMOA seraient catastrophique pour le système CFA. Les investisseurs internationaux, déjà méfiants face à l'instabilité croissante, paniqueraient complètement. Qui accepterait d'investir dans une zone monétaire dont l'institution principale n'a pas de siège stable? La crédibilité de l'UEMOA serait annihilée, entraînant une crise de confiance généralisée. Les autres pays membres commenceraient à se poser des questions fondamentales. Si le Burkina Faso peut expulser l'institution, pourquoi les autres nations ne pourraient-elles pas faire de même? Cette interrogation menace tout l'édifice de contrôle que la France a mis des décennies à construire. Les think tanks parisiens travaillent jour et nuit pour trouver une issue à cette crise existentielle. Les chiffres du pillage deviennent de plus en plus difficiles à justifier moralement. Chaque année, grâce au système du franc CFA, les dirigeants identifiés comme complices du néocolonialisme se trouvent aujourd'hui dans une position intenable. Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, apparaît comme le principal exécutant du blocage imposé au Burkina Faso. Sa proximité avec Paris est un secret de polichinelle dans toute l'Afrique de l'Ouest. Pendant des décennies, il a construit sa carrière politique sur son alliance avec les intérêts français. Cette loyauté lui a permis de conserver le pouvoir malgré de nombreuses contestations internes. Mais en orchestrant cette humiliation du Burkina Faso, il a peut-être commis une erreur stratégique fatale. Son image de défenseur des intérêts français plutôt que de ceux de son peuple se trouve renforcée. Les Ivoiriens observent et beaucoup commencent à questionner ouvertement ses choix politiques. Thomas Sankara doit effectivement se retourner dans sa tombe en voyant cette tentative d'humiliation de son pays. Le héros révolutionnaire burkinabé avait consacré sa vie à combattre précisément ce type de domination néocoloniale. Ses discours enflammés contre le franc CFA et l'exploitation économique résonnent aujourd'hui avec une actualité troublante. Sankara avait compris bien avant les autres que la véritable indépendance africaine passait par la souveraineté monétaire. Son assassinat avait temporairement stoppé cette dynamique d'émancipation économique.
Mais l'esprit de résistance qu'il a incarné n'a jamais vraiment disparu du Burkina Faso. Ibrahim Traoré se présente comme l'héritier de cette tradition de dignité et de refus de la soumission. Le parallèle entre les deux leaders inspire toute une génération d'Africains. Patrice Talon, président du Bénin, s'est également révélé comme un soutien actif du blocage imposé au Burkina Faso. Son rôle dans cette affaire expose son vrai visage de marionnette des intérêts parisiens. Le peuple béninois, connu pour son engagement démocratique et son sens critique, prend des notes. Les manifestations contre les politiques gouvernementales se multiplient dans le pays. La jeunesse béninoise refuse de plus en plus d'accepter un leadership qui place les intérêts étrangers avant ceux de la nation. Talon pensait pouvoir naviguer entre les exigences de Paris et les aspirations de son peuple. Cette crise de l'UMOA démontre l'impossibilité de ce double jeu. Les populations africaines exigent désormais une loyauté claire et sans ambiguïté envers les intérêts du continent. Le cas de Macky Sall, ancien président du Sénégal, sert d'avertissement à tous les dirigeants tentés de trahir leur peuple. Lui aussi avait construit sa carrière sur une alliance étroite avec la France et ses intérêts économiques. Pendant son mandat, il a systématiquement défendu le franc CFA et les mécanismes de domination néocoloniale. Mais le peuple sénégalais a fini par se lasser de cette politique de soumission. Son départ forcé du pouvoir démontre que même les alliés les plus fidèles de Paris ne sont pas éternels. Les populations africaines retrouvent leur capacité à sanctionner démocratiquement les leaders qui les trahissent. Cette dynamique terrifie les autres présidents qui ont misé leur carrière sur leur docilité envers l'Occident. L'exemple sénégalais prouve que le changement est possible. Les prédictions de Sankara se réalisent sous nos yeux avec une précision troublante. Il avait annoncé qu'un jour l'Afrique se lèverait pour chasser ses oppresseurs. Il avait prophétisé que les jeunes générations refuseraient l'héritage de soumission. Il avait prédit que le système d'exploitation économique s'effondrerait sous son propre poids de contradictions. Toutes ces prédictions semblent maintenant se matérialiser simultanément. Le Burkina Faso, terre de Sankara, montre effectivement la voie de la résistance digne. Le pays n'est plus cette nation qu'on peut mépriser impunément sans conséquence. C'est devenu le symbole de la résistance africaine contre le néocolonialisme. Si Ouagadougou réussit à tenir bon face aux pressions, tout le château de cartes coloniales risque de s'effondrer. Les analystes occidentaux observent cette situation avec une inquiétude croissante et mal dissimulée. Leurs rapports internes décrivent un scénario catastrophique pour les intérêts français. Si l'UMOA perd son siège historique à Ouagadougou, c'est toute la structure de contrôle qui s'évapore. La France perdrait son principal instrument de domination économique en Afrique de l'Ouest. Le contrôle monétaire exercé à travers le franc CFA deviendrait impossible à maintenir. Le pillage légalisé des ressources africaines, qui finance en partie le niveau de vie français, prendrait fin. Les think tanks parisiens multiplient les notes confidentielles pour trouver une solution à cette crise. Mais ils butent sur une réalité implacable. Le rapport de force a changé. Les Africains ne jouent plus selon les anciennes règles. L'Alliance des États du Sahel représente une alternative crédible au système actuel de dépendance. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé un véritable triangle de résistance. Ces trois pays coordonnent leur politique pour maximiser leur autonomie vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ils développent des institutions communes qui rivalisent avec celles imposées par l'Occident. Leur message aux autres nations africaines est d'une clarté cristalline. Respectez-nous ou dégagez. Cette posture de dignité retrouvée inspire les populations de tout le continent. De nombreux pays observent avec intérêt les progrès de l'AES. La Guinée suit avec attention l'évolution de cette confédération naissante. Le Tchad réfléchit sérieusement à rejoindre cette dynamique d'émancipation. Même le Sénégal, traditionnellement pro-français, commence à reconsidérer ses alliances stratégiques. Le nouveau président, Bassirou Diomaye Faye,
adopte un discours plus souverainiste que ses prédécesseurs. Il prend progressivement ses distances avec Paris sur certains dossiers sensibles. Cette évolution inquiète profondément les stratèges français qui voyaient Dakar comme un pilier de leur influence. Si le Sénégal bascule dans le camp des pays souverainistes, c'est un coup terrible pour la France-Afrique. Le pays dispose d'un poids politique et économique considérable en Afrique de l'Ouest. Son ralliement à l'AES ou à une position plus indépendante créerait un effet domino. D'autres nations seraient encouragées à suivre ce mouvement vers l'autonomie. La révolution est effectivement en marche et rien ne semble pouvoir l'arrêter. Le Burkina Faso a démontré la stratégie à adopter face à l'humiliation néocoloniale. Quand on tente de t'humilier, tu dois répondre avec force et détermination. Quand on te méprise, tu te lèves et tu affirmes ta dignité. Quand on cherche à te recoloniser, tu montres ta capacité à chasser les oppresseurs. Cette philosophie d'action inspire désormais toute une génération de leaders africains. Les temps où l'on pouvait manipuler les pays africains avec des promesses vides sont révolus. Les populations exigent des axes concrets de souveraineté, pas des discours creux. Les dirigeants qui ne comprennent pas ce changement de paradigme sont condamnés à disparaître. Ceux qui embrassent cette nouvelle ère de dignité africaine façonnent l'avenir du continent. La crise de l'UEMOA marque un tournant historique dans les relations entre l'Afrique et ses anciennes puissances coloniales. Ce qui se joue dépasse largement la question d'une simple présidence tournante. C'est toute la structure des rapports de domination qui se trouve remise en question. Les mécanismes de contrôle économique établis depuis les indépendances formelles vacillent sur leur fondation. Les générations successives d'Africains avaient fini par considérer cette domination comme une fatalité inévitable. Mais l'action du Burkina Faso démontre qu'il n'y a aucune fatalité dans les relations internationales. La souveraineté se conquiert et se défend par des actes concrets, pas par des supplications. Cette prise de conscience transforme radicalement le paysage politique africain. Une nouvelle ère s'ouvre, celle de la dignité retrouvée. Les implications de cette crise pour l'avenir du franc CFA sont considérables et probablement fatales. Le système monétaire imposé par la France reposait sur un équilibre fragile de soumission acceptée. Tant que les pays africains acceptaient tacitement leur statut de dépendance, le mécanisme fonctionnait. Mais dès qu'une nation refuse publiquement cette logique, tout l'édifice se fissure. Le Burkina Faso a montré qu'il est possible de défier le système et de survivre. Pire encore pour les néocolonialistes, le pays prospère malgré les pressions et les menaces. Les autres nations observent attentivement cette démonstration de viabilité de l'indépendance. Elles réalisent qu'elles aussi pourraient s'affranchir sans s'effondrer. Cette prise de conscience collective signe l'arrêt de mort du franc CFA. La tentative de maintenir l'UEMOA dans son format actuel ressemble de plus en plus à une mission impossible. L'institution a perdu toute crédibilité auprès d'une partie significative de ses États membres. Comment peut-elle prétendre incarner l'unité économique quand elle pratique la discrimination politique? Comment peut-elle parler d'intégration quand elle bafoue ses propres règles statutaires? Ces contradictions deviennent impossibles à dissimuler derrière le jargon technique habituel. Les populations africaines, de plus en plus éduquées, décryptent parfaitement les manœuvres néocoloniales. Elles refusent d'être les dupes d'un système qui prétend les servir tout en les exploitant. L'UEMOA doit se réformer en profondeur ou disparaître. Il n'existe pas de troisième voie viable. Le développement de l'Alliance des États du Sahel offre un modèle alternatif fascinant. Cette confédération ne se contente pas de critiquer l'ordre ancien, elle construit activement une alternative. Les 3 pays membres travaillent sur une monnaie commune qui échapperait au contrôle français. Ils craignent une banque d'investissement pour financer leur développement de manière autonome. Leur défense intégrée réduit leur dépendance envers les forces militaires étrangères.
Cette approche pragmatique et constructive impressionne de nombreux observateurs africains. Au lieu de simplement quitter les institutions existantes, l'AES bâtit un cadre nouveau. Cette stratégie de rupture constructive pourrait servir de modèle à d'autres régions africaines. Le continent découvre qu'il est capable de créer ses propres structures de coopération. La réaction de la jeunesse africaine face à cette crise révèle une transformation profonde des mentalités. Les jeunes générations refusent l'héritage de résignation que leurs aînés avaient fini par accepter. Ils exigent une véritable souveraineté, pas des symboles vides d'indépendance formelle. Ils comprennent les mécanismes économiques du néocolonialisme et savent les expliquer. Cette connaissance les immunise contre les discours manipulateurs des élites complices. Sur les réseaux sociaux, ils créent des espaces de débat et de conscientisation massive. Les hashtags panafricanistes fédèrent des millions de jeunes à travers tout le continent. Cette mobilisation numérique se traduit progressivement en actions politiques concrètes. Les vieux dirigeants corrompus découvrent qu'ils font face à une génération qu'ils ne peuvent plus manipuler. Les bases militaires françaises en Afrique, symbole ultime de la présence néocoloniale, sont en train de disparaître. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont tous expulsé les forces françaises de leur territoire. Cette évolution semblait impensable il y a quelques années à peine. Les stratèges parisiens pensaient que leur présence militaire était inattaquable. Ils découvrent que la souveraineté populaire peut renverser même les arrangements les plus anciens. D'autres pays africains observent avec intérêt cette démonstration de possibilités. La Centrafrique a également demandé le départ des troupes françaises. Le Tchad réfléchit sérieusement à suivre cette voie. Le Sénégal commence à questionner la présence militaire étrangère sur son sol. Cette cascade de remises en question terrifie l'establishment français. Les marionnettes du système néocolonial tombent effectivement une à une comme prédit. Macky Sall au Sénégal a été le premier domino à tomber, écarté par son propre peuple. D'autres dirigeants sentent le vent tourner et tentent désespérément de sauver leur position. Certains adoptent un discours plus souverainiste pour préserver leur popularité, mais les populations ne sont plus dupes de ces conversions opportunistes de dernière minute. Elles exigent des actes concrets, pas des ajustements cosmétiques de communication. Les élections à venir dans plusieurs pays risquent de sanctionner sévèrement les alliés de Paris. Cette perspective électorale crée une panique dans les chancelleries occidentales. Elles réalisent qu'elles sont en train de perdre leur influence politique en Afrique. La dimension économique de ce bouleversement géopolitique mérite une attention particulière. L'Afrique de l'Ouest dispose de ressources considérables qui ont longtemps été pillées systématiquement. L'or, l'uranium, le pétrole, le coton et bien d'autres richesses partent vers l'Europe à des prix dérisoires. Les mécanismes du franc CFA facilitent ce transfert de valeur en maintenant une monnaie surévaluée. Cette situation empêche l'industrialisation africaine et maintient le continent dans un rôle de simple fournisseur de matières premières. Mais les pays de l'AES commencent à transformer localement leurs ressources. Ils refusent d'être simplement des exportateurs de minerais bruts. Cette stratégie d'industrialisation menace directement les intérêts économiques occidentaux. Les entreprises françaises perdent leur position privilégiée dans ces marchés. La question de la dette africaine s'inscrit également dans ce contexte de remise en question globale. Beaucoup d'économistes africains argumentent que les dettes actuelles sont largement illégitimes. Elles ont été contractées par des dirigeants corrompus qui ont détourné les fonds. L'argent emprunté n'a jamais servi au développement des populations. Dans certains cas, les prêts ont financé l'achat d'armes pour réprimer les peuples. Cette dette odieuse ne devrait pas être remboursée selon les principes du droit international. Le Burkina Faso et ses alliés commencent à soulever publiquement ces questions dérangeantes. Ils remettent en cause la légitimité de certaines créances. Cette approche audacieuse pourrait créer une crise majeure dans le système financier international.
Les créanciers occidentaux observent avec inquiétude cette contestation fondamentale. Voilà la vérité que les médias français vous cachent. Le système colonial s'effondre en direct sous nos yeux et rien ne pourra l'arrêter. Laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez et écrasez ce bouton like si cette vidéo vous a ouvert les yeux. N'oubliez pas de vous abonner car demain, je révèle les documents secrets qui prouvent que Macron savait tout depuis le début. La révolution africaine ne fait que commencer.